je pense que la santé publique, on est quand même beaucoup en contact avec des gens. Là, dans le sens que je pense qu'une critique que les gens font beaucoup, c'est qu'on dirait que c'est une spécialité très, très isolée, fermée toute seule dans son coin et puis pas trop en contact avec le reste du monde. Je pense que c'est pas vrai. Puis je pense qu'on essaie de plus en plus justement de sortir de l'espèce de tour d'ivoire, là, des fois qu'on peut associer à la santé publique, puis aller en contact avec les gens, aller sur le terrain, vraiment être le plus possible ancré sur la réalité de la population, là. Alors, bonjour tout le monde, ici Karianne Desriades, co-animatrice du podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. On se retrouve ici avec Dr Chardret pour parler de santé publique, une spécialité que je pense qui est méconnue de beaucoup. Alors, on en parle aujourd'hui parce que je pense que même si elle est méconnue, il y a beaucoup de gens qui commencent de plus en plus à s'en intéresser. Alors, bonjour Dr Chardret. Bonjour. Puis, question de base que je pose à tout le monde, qui êtes-vous et pourquoi je vous ai sur le podcast aujourd'hui? Alors, bonjour, je m'appelle Juliane. Moi, je suis résidente en santé publique, médecine préventive en 3e année. Puis, en fait, moi, j'ai fait mon parcours à Québec, mon externat, ma résidence là, que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc, on pourra parler plus en détail là, des raisons qui m'ont poussée vers cette spécialité-là, mais c'est une spécialité que j'adore là, puis que je suis vraiment contente de représenter aujourd'hui. Puis, est-ce que vous avez fait quelque chose avant la médecine ou vous êtes fait cégep médecine? Moi, j'arrivais du cégep, donc j'ai rentré en médecine directement. Puis sinon, j'ai pris une année de pause après mon préclinique, avant mon externat. J'ai fait un certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale. Fait que c'est un certificat plus dans la faculté de philosophie, même littérature. Fait que ça m'a vraiment sorti de la médecine pour ensuite rembarquer pendant l'externat. Wow, OK, c'est quand même un bon saut. Puis justement, écoutez, je pense pas que la question va vous étonner, là, mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à choisir la santé publique puis la médecine préventive d'enfants? Oui, bien la santé publique, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Il y a plein de raisons qui m'ont amenée vers cette spécialité-là. Je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité d'agir en amont des maladies plutôt que de guérir. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans le fait de faire des mesures de prévention, de s'assurer d'éviter que les gens tombent malades. Aussi de jouer sur tous les déterminants de la santé, faire en sorte que les environnements soient plus positifs pour les gens, que ça les amène à sentir mieux, par exemple, dans leur milieu. Puis ensuite, dans mon parcours, en fait, quand j'ai fait mon externat, initialement, j'étais intéressée par plein de spécialités différentes. À un moment donné, on dirait que je me suis plus posé la question, est-ce que je me vois vraiment dans une spécialité particulière? Puis là, j'avais plus de mal, on dirait, à me décider. C'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, je vais aller explorer d'autres avenues, peut-être un peu moins cliniques. Puis c'est là que la santé publique m'est apparue. J'ai fait un stage à option là-dedans, j'ai adoré. Puis ça a été la confirmation que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Alors, de ce que je vois, tu avais un petit intérêt en préclinique. Puis là, cet intérêt-là, c'est un peu plus que confirmé, rendu à l'externat quand tu as fait un stage c'était quoi? C'était 4 semaines, 2 semaines? C'était un long stage que tu avais fait? Bien, en fait, au préclinique, je savais même pas que la santé publique vraiment comme spécialité. Fait que ça a été vraiment pour moi une découverte, là. Tu sais, au préclinique, je pensais aller en médecine interne. Tu sais, j'étais vraiment intéressée par plein de sujets différents. Je connaissais pas vraiment, c'est ça, la santé publique. Je l'associais beaucoup à la recherche. Puis à ce moment-là, c'était pas une avenue qui m'intéressait vraiment parce que j'y avais pas du tout touché. Puis après, à l'externat, c'était, oui, un stage de 4 semaines que j'ai fait à Gaspé. Fait que c'était un milieu en région qui avait été super accueillant. Vraiment, j'avais une expérience extraordinaire. Ça m'avait vraiment donné la piqûre à ce moment-là. C'est quelque chose d'intéressant. Tu disais, moi, je pensais que la santé publique, ce n'était que de la recherche. Je dois t'avouer, moi, j'applique dans un programme qui est pas loin de la santé publique, mais un petit peu. Ouais. Pour moi, la santé publique, c'est de la recherche. Fait qu'on dirait que je suis comme contente de t'avoir ici pour démystifier tout ça. Fait que c'est quoi la santé publique? Puis, tu sais, tu parles souvent d'aller en amont, de la prévention, je comprends. Mais concrètement, c'est quoi que vous faites au day-to-day mettons, plus à la résidence, puis après, on pourra parler plus quand tu vas être patronne, tu t'attends à faire quoi? Oui, exactement. C'est sûr que la résidence, c'est quand même un parcours particulier en santé publique. Je peux l'expliquer rapidement. Là, on a une première année de clinique. Fait qu'on fait des stages ectopiques. La 2e année, puis une partie de la 3e année, c'est une maîtrise qu'on fait en santé publique à l'université. Donc, on vient vraiment sur les bancs d'école. On a un projet de recherche à mener au bout de tout ça. Puis après, notre 3e, 4e, 5e année, là, c'est vraiment des stages en santé publique. Fait que moi, en 3e année, tu sais, j'ai même pas vraiment commencé les stages en santé publique. Fait que donc, je t'en parle avec la perspective que j'ai aujourd'hui, mais elle serait sûrement différente dans 2-3 ans quand je vais vraiment commencer à pratiquer. Puis c'est quoi, mettons, les stages ectopiques que tu disais que tu faisais avant de faire ta maîtrise? Ben, c'est des stages vraiment très variés auprès de populations quand même. Ben, ça peut être spécifique ou assez général. Là, tu sais, on a des stages de pédiatrie, de gériatrie, de psychiatrie. Mais admettons, mon stage de psychiatrie, j'ai fait en milieu communautaire. Fait que ça venait rejoindre peut-être un peu plus des thématiques de santé publique. Après ça, j'ai fait un stage à option à Médecins du Monde Canada à Montréal. Ça avait été vraiment une belle expérience.
Mais sinon, j'ai aussi un mois de nuit à faire, un stage d'urgence. Fait que ça ressemble quand même à une première année, soit médecine familiale ou une année ectopique comme les autres spécialités. Oui. Tu sais, mettons, là, de ce que je comprends, là, selon toi, la médecine familiale, ben, je pense que c'est ça la réalité. Plus je devrais dire, la spécialité de santé publique, ce n'est pas que la recherche. Alors, c'est quoi? Oui, oui, parfait. C'est quoi que vous faites? Ben, en fait, le quotidien d'un médecin de santé publique, là, je t'en parle avec ce que j'ai eu comme écho, puis les discussions que j'ai eues avec d'autres médecins de santé publique. C'est quand même assez varié. C'est sûr que c'est un travail relativement de bureau, quand même à l'ordinateur avec des réunions, mettons Teams ou des réunions avec plusieurs membres de l'équipe ou des partenaires externes. Fait que c'est très, très diversifié en termes aussi de partenaires ou de collaborateurs. Fait que c'est très, très interdisciplinaire, là, la santé publique en tant que telle. Avec qui vous Euh, travaillez comme concrètement? Est-ce que c'est comme les maires de ville, ça va être les ministres, je sais pas, les directeurs d'ici, je sais pas, c'est avec qui vous travaillez? Mais ça dépend beaucoup de la thématique sur laquelle on travaille. Fait que oui, ça peut être autant le milieu politique, municipal, qu'à l'intérieur des équipes même de santé publique. Tu sais, on peut avoir des toxicologues en santé environnementale, on peut avoir des physiothérapeutes, des pharmaciens, des infirmiers, infirmières aussi vraiment en santé publique dans les équipes. Fait que c'est très, très varié. Puis je pourrais pas te dire on travaille juste avec ces personnes-là ou on travaille avec toutes ces personnes-là. Je pense que ça varie beaucoup, je pense, Oui. d'un milieu à l'autre aussi selon les besoins. Mais ça va, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup aussi, justement, en collaboration avec les milieux politiques parce que ce qu'on veut, c'est souvent faire des recommandations pour améliorer soit des milieux de vie, améliorer des situations, des problématiques. Puis c'est eux souvent qui ont davantage les leviers pour changer les choses. Donc, on doit quand même être en dialogue ou, tu sais, être capable de bien communiquer avec eux pour leur transmettre ce qu'on pense qui est la meilleure décision. Est-ce que tu aurais un enjeu que tu as entendu ou que toi-même t'as participé, juste pour nous donner vraiment une idée concrètement de ce que vous avez fait avec des acteurs? De ce que je comprends, ça peut vraiment être varié, mais juste pour avoir un exemple de vraiment c'est quoi votre travail concrètement. Oui, mais je peux parler d'un projet de stage que j'avais fait à l'externat. C'était le projet, on s'associait au VRAC Parc, dans le fond, qui était une grosse évaluation au niveau environnemental, qui visait à la fois à évaluer des problématiques liées au changement climatique qui avaient lieu dans plusieurs régions du Québec. Fait qu'admettons, nous, on s'était fait attribuer une région spécifique, puis on devait évaluer dans cette région-là quels sont les risques à court, moyen, long terme liés au changement climatique. Donc, si on a une région côtière, ben, on peut penser il y a probablement des inondations qui vont survenir. Est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, de la perte de territoire associée justement à la montée des eaux? Est-ce qu'il peut y avoir des feux de forêt parce qu'on est dans une région tu sais, qui est à risque de sécheresse? Puis à partir de là, une fois qu'on a identifié donc les risques possibles, les menaces qui peuvent arriver dans les prochaines années, ben, quelles mesures concrètes on peut mettre en place pour diminuer les répercussions sur la population locale? Fait que ça prend vraiment en compte les caractéristiques de la population, ça prend en compte les caractéristiques du territoire, de l'environnement, puis on essaie d'adapter en fonction de ça pour vraiment prévenir finalement des conséquences qui pourraient être plus dramatiques. C'est tellement intéressant parce qu'au bout du compte, c'est la santé publique, mais tu sais, vous n'allez pas nécessairement guérir des pathologies, établir un traitement, ça va vraiment être comme un problème. Là, en ce moment, on parle de changement climatique. Puis c'est sûr que si tu es un petit peu activiste ou quoi que ce soit, c'est comme quelque chose qui va vraiment plus t'allumer en tant qu'étudiant en médecine parce que ça vient rejoindre justement ton côté humain parce que tu as un impact humain, mais aussi sur tu peux être un facteur de changement au sein de vraiment ta communauté. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne savais pas ça. Est-ce que, puis là, je comprends, il y a environnement. Est-ce qu'il y a comme, c'est quoi l'éventail des domaines que justement le médecin en santé publique peuvent toucher? Est-ce qu'il y a une certaine limite? Ben, c'est une bonne question. La santé publique, c'est un domaine très, très vaste. Puis j'aime bien en parler autour de moi parce que peu importe souvent ce dans quoi les gens travaillent, il y a souvent un lien avec la santé publique parce que nécessairement, si on touche à la santé des gens, ben ça les affecte dans plusieurs sphères différentes. Mais en gros, tu sais, les grands champs de la santé publique, on parle de santé environnementale, donc tous les risques environnementaux qu'il peut y avoir sur la santé, puis aussi comment on peut minimiser les dommages à l'environnement. Il y a les maladies infectieuses, fait qu'on l'a vu avec la COVID, toute la gestion de la pandémie, mais ça peut être aussi toutes les maladies à déclaration obligatoire ou la gestion d'éclosion un peu plus localement. Après ça, on a la santé au travail, donc dans des milieux de travail. Ça, j'avoue que c'est le champ que j'ai peut-être le moins exploré, fait que j'ai hâte de faire mon stage là-dedans pour avoir une meilleure idée de ce que ça représente. Après, on a la prévention, promotion de la santé. Ça, c'est vraiment lié à des initiatives, à la fois de prévenir des maladies. Donc, ça peut être que quand tu parlais, on touche pas trop aux maladies, on peut quand même essayer d'avoir un impact populationnel en voulant limiter la progression, la transmission de certaines maladies. Donc, ça, c'est vraiment la partie prévention. Et la section promotion, on parle plus de vouloir améliorer le bien-être des gens, par exemple, ou vraiment mettre des initiatives pour
pas juste prévenir le négatif, mais même amener vers le positif, là, ou améliorer finalement la situation des gens actuels. On parle beaucoup de santé mentale positive, par exemple. Finalement, il y a toute la fonction aussi de surveillance, de vigie, des menaces à la santé, puis surveillance juste de l'état de santé de la population, pour avoir toujours un espèce de tableau de bord de qu'est-ce qui se passe dans ma population, puis est-ce qu'on doit intervenir à un niveau particulier ou ben non, sur telle section de territoire, là, c'est vraiment ça qui est peut-être plus prioritaire, donc on va s'aligner là-dessus. Puis, est-ce que, mettons, en tant que médecin de la santé publique, on peut apporter ses propres objectifs ou on va souvent se faire assigner un problème qu'il faudra qu'on règle? Je pense que quand on choisit, par exemple, un poste en santé publique, admettons dans une région particulière, tu sais, on est quand même ben, limité, entre guillemets, par les besoins ou par est-ce qu'il y a un poste, par exemple, qui est présent, qui est disponible dans telle région. Après, on dépend à ce moment-là quand même des enjeux de cette région-là, de ce milieu-là qui nous amène, qu'on doit régler. Tu sais, ça reste qu'on est là pour répondre aux besoins de la population. Mais si on a vraiment un intérêt, je pense, dans quelque chose ou qu'on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, je pense qu'il y a toujours moyen de le mettre de l'avant puis de teinter un peu sa pratique de cette façon-là. Puis je me rappelle, un des premiers stages que j'avais fait en rentrant en santé publique, on avait un petit stage d'introduction à la santé publique, puis on avait eu l'occasion de discuter avec une dizaine de médecins de santé publique différents. Fait que c'était une mini-entrevue, un peu comme on se parle là, ou à distance ou en présentiel. Puis on discutait avec eux, ben c'est quoi votre pratique, c'est quoi votre quotidien, qu'est-ce que vous aimez moins, c'est quoi les défis. Puis vraiment, chaque médecin, là, c'était une réalité assez différente. Et c'était vraiment particulier selon est-ce qu'il habite en région, est-ce qu'il travaille plutôt en ville, est-ce qu'il y a un champ d'intérêt plus maladies infectieuses, santé environnementale, est-ce qu'il y a des causes sociales qui lui tiennent à cœur, il s'implique davantage à ce niveau-là, est-ce qu'il travaille auprès de populations marginalisées en réduction des méfaits. Tu sais, c'est tellement, tellement vaste que chaque médecin fait un peu sa propre pratique. Puis, mettons, à la lumière de cette entrevue-là que tu as eue avec plusieurs médecins publics au Québec, est-ce qu'il y avait un truc qui revenait négatif le plus souvent possible qui t'a fait douter ta spécialité? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a comme quelque chose de positif qui est revenu plus souvent, qui t'a dit « Ah, j'ai choisi la bonne chose », puis que peut-être que les étudiants en médecine qui nous écoutent aimeraient comme plus en savoir parce qu'ils savent pas si la santé publique, c'est quelque chose qui leur intéresse? Ouais, ben oui, certainement. Négatif, j'avais retenu peut-être des fois la rigidité un petit peu du système ou l'impression que on a du mal à vraiment, tu sais, faire rapidement bouger les choses. Puis que souvent, c'est des travaux, tu sais, de longue haleine. Mais c'est à la fois un côté négatif puis un côté positif dans le sens où on a vraiment l'occasion de travailler, tu sais, en profondeur puis assez longtemps sur un enjeu important. Puis, tu sais, des enjeux de société, je veux dire, ça se règle pas du jour au lendemain, sinon ils seraient déjà réglés. Puis après, un côté positif, je pense que c'était la diversité de la pratique puis la possibilité, tu sais, sur une seule journée de, je sais pas moi, tu sais, de parler à un conseiller municipal pour ensuite faire de la toxico avec peu importe quel professionnel pour protéger la santé d'une population, décider est-ce qu'on doit évacuer parce qu'il y a un feu de forêt, est-ce que les fumées font en sorte que non, on est mieux de garder les gens à l'intérieur chez eux ou bien de les évacuer pour tu sais, les mettre à l'abri du danger, par exemple. Puis, est-ce que, mettons, là, on parle de santé publique au Québec, est-ce qu'il y a une certaine collaboration qui se fait à l'échelle canadienne, puis même à l'échelle internationale, de voir qu'est-ce qui fait dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui s'engage dans la santé publique doit aussi s'engager dans une santé un petit peu plus comme mondiale, où on parle pas vraiment ça va être plus à petite échelle, plus au Québec? Et j'avoue que j'ai moins exploré la partie, mettons, fédérale ou internationale. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt quand même pour la santé internationale, fait que j'ai hâte de voir, tu sais, mon parcours pouvoir m'amener à y toucher un petit peu plus. Au niveau fédéral, ben, il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui a quand même ben, une vue un peu plus globale puis qui va s'intéresser à des enjeux, je pense, qui vont toucher plus d'une province ou un territoire au Canada. Après, mettons vraiment la distinction fédérale-provinciale, je la saisis pas tout à fait encore. Je pense que ça va plus être en le vivant que je vais pouvoir vraiment prendre la mesure de ce que ça représente, mais cette possibilité-là d'être en contact avec, ben, tu sais, qu'il y a des agences finalement qui regroupent un peu tout ça, je pense que ça nous donne accès à d'autres institutions un peu partout au pays. Puis il y avait même avec les résidents de santé publique, il y avait une initiative pour essayer qu'on se rassemble ou qu'on essaie d'échanger un peu sur nos différents parcours, nos formations, puis voir, avoir une vision un peu plus globale, tu sais, vu que ben, à la base, c'est beaucoup ça la santé publique, mais là, si on est capable de le faire à l'échelle du pays, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis, est-ce que, mettons, des fois, en tant que médecin en santé publique, on doit s'attendre à regarder qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, qu'est-ce qui fonctionne pas dans d'autres pays pour justement l'instaurer au Québec, plus à l'échelle provinciale, sans nécessairement collaborer avec eux pour régler un même problème? Ben,
Admettons, tout ce qui est maladie infectieuse, c'est important d'avoir une espèce de surveillance aussi internationale ou de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, par exemple, parce qu'on est nécessairement impacté par s'il y a une éclosion pas loin de la frontière, ben, il y a des très bonnes chances qu'elle se rende chez nous aussi. Fait qu'il y a des zoonoses qui montent aussi du Sud, nécessairement, on va en être impacté aussi. Fait que oui, c'est nécessaire d'avoir une surveillance ou en tout cas une collaboration avec les autres pays. À l'international, après, je pense qu'il y a clairement des initiatives peut-être ailleurs qu'on juge hyper positives. On va aller explorer qu'est-ce qu'ils font, puis on va essayer de l'amener ici. Concrètement, j'ai moins entendu d'exemples vraiment concrets là, que je pourrais te donner à ce moment-ci, mais je pense que ça pourrait vraiment être une belle avenue. Puis ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la santé publique, je pense dans le passé, au Québec, on avait l'opportunité de se pencher sur l'organisation des soins de santé. Puis c'est plus vraiment le cas actuellement. Fait que c'est plus nécessairement la santé publique qui va donner des conseils sur comment les soins sont organisés ou vraiment l'organisation du système en tant que tel. Alors que peut-être dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, ça fait partie intégrante de la fonction aussi de santé publique. Je comprends, fait que c'est intéressant. Tu sais, quand je posais cette question-là parce que je me demandais, dans ma tête, santé publique, c'est public. Oui. En fait, fait que, tu sais, je me demandais si, quand on est médecin en santé publique, il faut toujours s'attendre à collaborer à un niveau national ou même international. Mais de ce que je comprends, ça va être plus du cas par cas pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis c'est pas nécessairement d'emblée, on va aller plus à l'international, plus à l'échelle nationale. C'est ce que j'ai vraiment tout un intérêt là-dedans. Fait que c'est peut-être pour ça que tu vas t'amener à collaborer plus avec d'autres provinces puis d'autres pays. Intéressant. Petite question, là, je comprends que t'es R3, là, fait que c'est pas, t'es pas t'es obligé d'avoir la réponse du siècle, là, mais maintenant, en ce moment, au Québec puis au Canada, ben, peut-être plus au Québec, là, est-ce qu'il y avait un enjeu de santé publique que toi, tu penses que qu'on devrait comme régler ou si t'avais une baguette magique là, que t'aimerais comme tu as pas vraiment un problème parce que justement on peut le régler du jour au lendemain, est-ce qu'il y avait quelque chose que toi qui te tient vraiment à cœur? Ben, c'est sûr, je suis un peu biaisée par mon projet de maîtrise actuel. Donc, mon projet de recherche, c'est sur les écrans et les adolescents. Donc, je m'intéresse beaucoup à la santé mentale chez les adolescents, à la santé mentale positive. J'ai l'impression que c'est vraiment un enjeu qu'on doit travailler, je pense, dans les prochaines années. Puis là, ben, moi, c'est orienté vers les écrans. C'est pas la seule raison, peut-être, à un déclin de la santé mentale chez les jeunes, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller explorer à ce niveau-là. Fait comme enjeu de santé publique, je pense que la santé mentale chez les jeunes, ça devrait être quelque chose à mettre de l'avant parce que c'est tellement important pour tout le reste de la vie. Mais là, c'est sûr que je parle avec mon chapeau tu sais, que ça fait plusieurs mois que je me concentre beaucoup, beaucoup sur cette thématique-là. Je trouve ça tellement intéressant, puis je suis contente d'avoir posé la question parce que ça montre encore l'éventail de ce que le médecin en santé publique peut faire. Je m'aurais pas entendu ce que tu me parles de l'écran puis les jeunes, puis on dirait que je trouve ça vraiment intéressant parce que je me dis, je m'attendais à ce que tu me parler, je sais pas moi, plus du climat ou des maladies infectieuses ou des vaccinations, mais au bout du compte, ça peut aller jusqu'à la santé mentale et l'écran chez les jeunes. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis une autre petite dernière question flash. Oui. Est-ce que tu trouves que la prévention puis la médecine préventive est mise de l'avant au Québec ou on devrait comme plus continuer? Parce qu'en ce moment, de ce que j'ai, en plus, on est dans un petit contexte politique en ce moment, mais tu sais, on mise beaucoup sur la guérir des maladies et non les prévenir. Puis comme le dicton le dit, mieux vaut prévenir que guérir, mais là, nous autres, on n'est pas vraiment là-dedans. Est-ce que c'est une impression qui est correcte ou, selon toi, on commence à un peu plus investir sur la prévention des maladies? C'est toujours, on dirait, le nœud du problème, là, la part aussi de l'attention, de l'importance qu'on met sur la prévention. Je pense qu'on pourrait toujours en faire plus, c'est certain. Je pense qu'il y a quand même des initiatives qui visent à mettre ça de l'avant. Tu sais, on a quand même une stratégie nationale de prévention en santé qui vient juste d'être amenée là, en 2025, pour 2025 à 2035. Fait que ça se veut vraiment, je pense, un document un peu central pour essayer de mettre la prévention le plus possible dans toutes nos politiques en santé. Après, concrètement, les impacts, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez ambitieux? Je ne sais pas. Il faudrait que je m'y penche un petit peu plus. Mais clairement, je suis convaincue qu'effectivement, on mise peut-être trop dans le curatif, puis on devrait faire davantage dans le préventif. Tu sais, c'est sûr, on le dit là, à chaque fois qu'on met quelques dollars dans le préventif, on fait des économies assez incroyables dans le curatif aussi. Fait que je pense pas que la solution, c'est de juste mettre tout notre budget, tu sais, dans vraiment le traitement, là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire avant là, que les maladies se présentent. Puis mettons, là, on s'en est parlé un petit peu plus off-cam, là, mais qu'est-ce que tu penses? Tu sais, il y a beaucoup des acteurs en ce moment au Québec qui parlent qu'on devrait avoir un système de santé pour les gens en santé, puis un système de maladie pour les gens qui sont malades. Fait que, tu sais, pour le système de santé, on parlerait plus de prévention, puis on encouragerait les gens à ne pas être malades. Tu sais, on encouragerait cette vie active-là qu'on voit aussi dans d'autres pays.
Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui pourrait avoir vraiment deux systèmes, avoir un système de prévention pour les gens en santé, puis un système de maladie pour les gens qui sont malades? J'ai pas l'impression qu'on devrait complètement dichotomiser les deux, parce que je pense qu'on devrait faire aussi la prévention beaucoup chez les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé. Puis avoir un problème de santé, une maladie chronique, ça veut pas dire qu'on est nécessairement en mauvaise santé. Il y a plein de façons de prendre en charge, je sais pas, un diabète, peu importe quel problème de santé, puis vivre une vie relativement active, qui nous comble, qui nous convient, etc. Euh, Après, de vraiment distinguer les deux, je sais pas si ça serait réaliste. Après, je pense qu'on verrait un message fort, là, de dire, c'est vraiment important, la prévention, mais je pense qu'on devrait simplement en faire davantage dans toutes les sphères, autant auprès des personnes en santé que des personnes malades. Ça m'amène à un concept aussi de santé publique qui est la prévention, mais à différents niveaux, là. Prévention primordiale, primaire, secondaire, tertiaire. Fait que là, ça doit t'appeler des concepts dans les cours. Fait que ça montre que vraiment, il y a plein de niveaux, autant sur les déterminants de la santé qui sont très, très primordiaux sur changer les milieux de vie, les habitudes de vie chez les gens, jusqu'à vraiment prévenir la dégradation d'une maladie ou prévenir l'apparition d'une autre maladie. Super intéressant. Je finis toujours les podcasts avec des vrais ou faux. OK? Là, on peut y aller si vraiment... Tu peux même expliquer, t'es pas juste obligé de dire vrai ou faux. OK, parfait. Là, ça va rejoindre un peu avec tout ce qu'on a dit, mais vrai ou faux, la médecine, si je vais en santé publique, je vais faire que de la paperasse. Faux. Tu peux expliquer. Je pense que la santé publique, on est quand même beaucoup en contact avec des gens. Là, dans le sens que je pense qu'une critique que les gens font beaucoup, c'est qu'on dirait que c'est une spécialité très, très isolée, fermée toute seule dans son coin, et puis pas trop en contact avec le reste du monde. Je pense que c'est pas vrai. Puis je pense qu'on essaie de plus en plus justement de sortir de l'espèce de tour d'ivoire, là, des fois qu'on peut associer à la santé publique, puis aller en contact avec les gens, aller sur le terrain, vraiment être le plus possible ancré sur la réalité de la population locale ou du milieu qu'on essaie soit d'aider. Puis souvent, on veut vraiment mettre la vie des gens qu'on aide au centre de nos démarches. Fait que si on fait, par exemple, des mesures pour, je sais pas, intervenir auprès d'une population autochtone, on prendra pas toutes les décisions de notre côté en disant que nous, on est les experts de la situation, on sait quoi faire, on sait ce qui est mieux pour vous. On veut vraiment que ça soit, que les idées ou les solutions émergent d'eux. Nous, on est là pour les soutenir puis les accompagner dans la réalisation des fois de ces solutions-là qui demandent juste des fois un peu plus de moyens techniques, peu importe. Fait que ça, c'est un exemple, je pense, de, si on était tout seul en train de rédiger des papiers, faire des rapports tout seul dans notre coin, ça serait très, très limité, je pense, qu'on pourrait apporter. Là. Super intéressant. Puis encore là, c'était bien de montrer, que, au bout du compte, là, tu parlais de santé autochtone, c'est un autre aspect aussi de la santé publique que je sens qu'on peut plus s'impliquer là-dedans. C'est pas que très fermé, puis on voit tout l'éventail de la spécialité. Alors, vrai ou faux, les santé publique, c'est bien, c'est cool, c'est le fun, mais au bout du compte, à cause du côté administratif, les changements qu'on fait sont minimes. J'espère faux. Après, j'ai déjà entendu effectivement que certaines personnes se sentaient un peu découragées par le fait qu'ils ne voyaient pas nécessairement de résultats à court terme. Je pense qu'il faut garder la vision moyen et long terme pour pas se décourager, parce que c'est vrai qu'à court terme, des fois, on voit pas tout à fait les résultats de ce sur quoi on travaille. Mais je pense qu'à partir du moment où on est à l'aise avec cette vision-là, puis qu'on a l'impression de participer à des changements qui nous dépassent, puis qui sont plus grands, puis qui, oui, vont prendre des années, mais que ça peut faire des avancées comme au niveau du tabagisme, là, qui a connu vraiment un recul majeur à partir du moment où on a vraiment commencé à faire de la prévention comme il se doit, mais ça a pris des dizaines d'années. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est sûr que c'est différent que de voir un patient en clinique puis qui nous serre la main en disant hey, « Merci docteur, vous avez vraiment fait une différence dans ma journée ». Il y aura moins cette interaction-là. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver notre compte ailleurs. Puis je pense pas que... En tout cas, je pense qu'on arrive aussi en équipe à se motiver puis à garder finalement le courage de continuer malgré l'adversité. Maintenant, le dernier et non le moindre, vrai ou faux, la santé publique, c'est pas pour moi parce que moi, j'aime tellement la médecine puis le contact avec les patients que même si j'aime beaucoup l'aspect de la santé publique puis de pouvoir faire des changements à grande échelle, le fait que j'aime ça, c'est comme quelque chose qui ne fait pas la paire. Je pense que c'est vrai et faux. Je m'explique. En santé publique, on a la possibilité quand même de garder une pratique clinique un peu marginale, dans le sens où j'ai des collègues résidents qui font une demi-journée clinique par 2 semaines, par mois, avec une population particulière. Par exemple, dans les services de prévention au niveau des infections transmissibles sexuellement ou auprès de clientèle
qui ont des problématiques de consommation. Ça peut être vraiment des approches finalement cliniques qu'on peut conserver en parallèle. Fait que c'est sûr que c'est difficile de garder vraiment une pratique médecine familiale complète avec une pratique santé publique complète parce qu'il faudrait rester à jour dans les deux spécialités, c'est quand même beaucoup, mais de garder une pratique clinique avec une population particulière en plus d'une pratique de santé publique, c'est possible. Puis c'est intéressant aussi de savoir que si on fait le parcours en médecine familiale puis qu'on pratique comme médecin de famille, c'est aussi possible de venir travailler peut-être un peu plus tard dans sa pratique. Ou en tout cas, je connais moins les fins détails, mais je sais qu'il y a des médecins de famille qui travaillent aussi en santé publique. Après, en général, ils travaillent sur un sujet ou un domaine qui est un peu plus restreint, qui est assez ciblé, et puis ils continuent leur pratique de médecine familiale comme étant le centre de leur quotidien. Mais c'est toujours possible, finalement, de revenir vers la santé publique un peu plus tard. Après, notre avantage de médecin spécialiste en santé publique, c'est qu'on a vraiment comme l'ensemble de l'éventail des champs de la santé publique qu'on peut aborder ou sur lesquels on peut travailler. Et c'est tellement intéressant, puis mais je suis tellement contente de t'avoir fait la connaissance, puis d'avoir fait la connaissance de ta spécialité aussi. Et je sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, là, tu te rappelles quand toi, tu étais étudiante en médecine, puis que justement, tu disais que tu avais écouté le podcast parce que c'était une spécialité qui t'intéressait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à un étudiant qui aurait un intérêt pour la santé publique, puis que tu aurais voulu savoir quand toi, tu étais étudiante? Oui, ben c'est vrai quand tu disais qu'effectivement, le balado que j'avais écouté, c'était 2021, je pense, Dr Abel à Chicoutimi qui avait été dans le balado puis qui parlait de son expérience comme médecin de santé publique. Ça avait été aussi un des facteurs déclencheurs qui m'avait amené à m'intéresser plus à la spécialité. Fait que je pense de s'exposer surtout à des médecins, à des résidents en santé publique. Vous pouvez venir nous parler, nous contacter. Ça va vraiment nous faire plaisir d'échanger là-dessus avec vous. Après, de faire des stages, si vous êtes capable, dans différents milieux, autant en région qu'en ville, pour explorer vraiment la spécialité, je pense que c'est un grand atout. Après, de ne pas s'arrêter au stage d'externat en santé publique parce que des fois, c'est assez limité aussi l'exposition qu'on a à ce moment-là. Puis si on travaille sur un tout petit projet pendant 4 semaines, ça donne pas un réel aperçu, je pense, de ce que c'est la pratique de santé publique. Sinon, je pense de côtoyer des populations peut-être marginalisées ou d'autres types de populations, ça peut être une belle façon de s'exposer puis de voir est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous intéresse, est-ce que c'est le genre de population avec laquelle on veut travailler. Puis après, de faire des stages à l'international, je pense vraiment de s'exposer à différentes réalités. Puis les stages à l'international, c'est aussi une façon d'être exposé à dire comment les déterminants de la santé vont avoir un impact sur la santé des populations, parce qu'on est exposé à toutes sortes de déterminants différents qu'est-ce qu'on connaît ici. Je pense qu'on le réalise encore plus, on le ressent beaucoup plus qu'on le comprend théoriquement. Merci beaucoup, encore une fois, puis je souhaite vraiment bonne chance pour la suite des choses pour la suite de ton parcours, puis je suis vraiment d'accord, là, il devrait y avoir moins d'écran au niveau de la population pédiatrique, là. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez autant apprécié que moi le podcast avec Dr Jardret en médecine préventive et santé publique. C'était Karianne Driade, votre animatrice du podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous êtes résident des spécialités du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous encourage vivement à devenir résident affilié au collège parce que c'est gratuit et ça pourrait vous apporter beaucoup